Parlons-en se poursuit sur France 24. Soyez les bienvenus. Voici les titres de l'actualité. L'intelligence artificielle doit appartenir à tous, revendique Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU est présent en Inde pour le sommet de l'IA aux côtés de dirigeants du monde entier, dont Emmanuel Macron. Nous verrons ce qu'il faut retenir. Puis Donald Trump compte ses alliés. Le président américain tiendra aujourd'hui à Washington la réunion inaugurale de son Conseil de la paix pour mettre un terme au conflit dans la bande de Gaza et procéder à la reconstruction dans l'enclave. Mais alors, qui sera autour de la table? Que faut-il attendre de cette rencontre? Décryptage à suivre avec nos invités. Crue en France, 4 départements sont placés en vigilance absolue crue dont la Charente-Maritime. Les terres sont gorgées d'eau, les pompiers sont mobilisés. Il veut concurrencer l'ONU. Rien que ça, Donald Trump va présider dans quelques heures la réunion inaugurale de son Conseil de la paix, une instance mondiale censée œuvrer à la fin du conflit dans la bande de Gaza, à la reconstruction dans l'enclave. Mais alors, qui sera autour de la table? Pour quel objectif? Voici pour la thématique de Parlons-en avec nos invités. Alexandra Novoselov, chercheuse associée au Centre Thucydide de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Bertrand Besancenot, ancien ambassadeur au Qatar et en Arabie Saoudite et consultant au sein du cabinet NSI. Et puis notre éditorialiste France 24, Anne Corpé. Bonjour à tous les trois. Alors, le Conseil de la paix, il divise la communauté internationale. Cette instance, elle a pour vocation, on l'a dit, de court-circuiter un peu l'ONU. Mais finalement, ça ne se presse pas pour se rendre sur place. Alors écoutez, au point de départ, ce Conseil pour la paix avait été désigné pour s'occuper des affaires de Gaza. Il avait été effectivement entériné par une résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2803. Et puis simplement ensuite, on a eu un peu par surprise l'annonce que le mandat de ce conseil était tout à fait élargi et qu'il se transformait en espèce de substitut au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors j'aime beaucoup la formule du Guardian qui dit « c'est un club payant dominé par Trump et centré sur lui plutôt que sur Gaza ». Je trouve que ça résume parfaitement la situation. Alors, cela étant, cette première réunion sera effectivement centrée sur la question de Gaza. Elle peut donc avoir une utilité pour essayer de faire avancer notamment la deuxième phase du plan de paix du président Trump. Et on va revenir sur le plan de paix dans quelques instants, monsieur l'ambassadeur. Juste avant, on va s'intéresser à finalement le fonctionnement possible de ce Conseil de la paix. Les détails avec Julien Dubois. C'est dans ce bâtiment, tout juste renommé Institut Donald Trump pour la paix, qu'aura lieu cette première réunion. Tout un symbole pour un Conseil de la paix entièrement construit autour de la personne du président américain. Autour de lui, ce jeudi, se presseront des chefs d'État comme le Hongrois Viktor Orban, le président argentin Javier Milei ou encore son homologue indonésien Prabowo Subianto. Le Conseil de la paix comprend 27 pays membres fondateurs, en plus des États-Unis. Parmi eux, Israël, la Turquie, la Biélorussie, le Maroc ou encore l'Égypte. Ces pays doivent normalement verser 1 milliard de dollars pour y adhérer. Au total, 47 pays, certains seulement observateurs et un représentant de l'Union européenne devraient être présents ce jeudi. Alors que le sommet porte sur l'avenir de Gaza, aucune représentation palestinienne directe n'y participera. Israël sera de son côté représenté par son ministre des Affaires étrangères. L'objectif de cette première réunion, soutenir la collecte de fonds pour Gaza et faire avancer le fragile plan de cessez-le-feu de Donald Trump pour l'enclave palestinienne. Il annoncera que les États membres se sont engagés à verser plus de 5 milliards de dollars pour les efforts humanitaires et de reconstruction à Gaza et ont également engagé des milliers de personnes dans la force internationale de stabilisation et la police locale afin de maintenir la sécurité et la paix pour les Gazaouis. Mais les efforts de la Maison-Blanche n'ont pas été approuvés par tout le monde. Les principaux alliés européens tels que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont décidé de ne pas rejoindre le Conseil. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également décliné l'invitation. Dans le même temps, le Vatican a aussi fait part de son désaccord. Le plus haut responsable diplomatique du Saint-Siège a déclaré que ces efforts de crise devaient être gérés par l'ONU.
De toute évidence, certains points nous laissent un peu perplexes. Certains points critiques qui doivent être expliqués. Donald Trump a lui-même suggéré que les missions du Conseil de la paix s'étendraient au-delà de Gaza afin de s'attaquer aux conflits mondiaux, suscitant des inquiétudes sur une possible concurrence des Nations Unies. On retourne en plateau avec vous, Anne Corpé. On va s'intéresser à qui sera autour de la table tout à l'heure à Washington avec Donald Trump. Est-ce qu'on en sait un peu plus déjà? Oui, on peut les classer en trois catégories. Il y a le club des amis de Donald Trump, dont certains étaient déjà à Davos, vous savez, lorsqu'il a signé la charte de 8 pages qui fixe un peu les objectifs de ce conseil. Donc, par exemple, le président argentin Javier Milei ou le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il y a ceux qui viennent pour ne pas froisser Donald Trump et ne pas risquer de subir ses foudres. Par exemple, le président roumain, parce que la Roumanie, alors qui vient comme observateur seulement, puisque à part la Hongrie et la Bulgarie, aucun pays de l'Union européenne n'a adhéré à ce club select. Le président roumain y va quand même en tant qu'observateur parce que la Roumanie a besoin des États-Unis pour assurer sa sécurité, par exemple. Et puis, il y a aussi les pays qui sont concernés au premier chef par l'avenir de la bande de Gaza, c'est-à-dire l'Égypte, les alliés du Golfe, Israël, bien sûr. Alors, Benjamin Netanyahou a ratifié l'adhésion d'Israël au Conseil lorsqu'il l'a annoncé lorsqu'il est venu rendre visite à Donald Trump à Washington. Mais il envoie sur place son ministre des Affaires étrangères, Gideon Sar. Il avait sans doute pas très envie d'être assis à côté, par exemple, des Turcs, qui sont aussi présents dans ce Conseil. Mais Israël ne veut pas que les Turcs soient partie prenante, notamment à la force de stabilisation, à la force internationale de stabilisation qui devrait, dans un avenir incertain, prendre place à Gaza. Et puis il y aura aussi, évidemment, les négociateurs qui ont négocié avec le Hamas, le Qatar, l'Égypte. Et là aussi, c'était compliqué pour Benjamin Netanyahou d'être peut-être sur place. Sur la photo de famille, ça aurait été compliqué. Après, ce qui est intéressant, c'est vraiment la division de l'Europe. Donc il y a ce président roumain, mais il y a aussi, donc tous en tant qu'observateurs, il y a aussi vraisemblablement le chypriote, peut-être le grec aussi qui viendront, et surtout une commissaire européenne, la commissaire à la Méditerranée. Et ça a suscité la colère de la France qui a été la première à refuser d'adhérer à ce club qu'elle juge concurrentiel à l'ONU et non conforme au droit international. Ça a valu d'ailleurs à Emmanuel Macron des menaces de droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes. Donc la France a protesté contre, suivi d'ailleurs par l'Espagne et l'Irlande et la Belgique, contre la présence de cette commissaire européenne en disant que les États membres n'avaient pas donné mandat à la Commission pour être présente à cette réunion. Alexandra Novoselov, ce qu'on comprend aussi avec cette dynamique autour des différentes diplomaties, des différentes chancelleries européennes, c'est que personne n'est d'accord sur comment finalement jouer le jeu ou pas d'ailleurs de Donald Trump aujourd'hui. Non, ça reflète ce qui se passe par ailleurs. Et puis, ça reflète, oui, une certaine division. Et puis surtout, le fait que cette nouvelle institution, entre guillemets, personne ne sait ce qu'elle va être, ce qu'elle va devenir. Personne ne sait quels seront ses véritables moyens d'action. Et puis son objectif, est-ce que c'est juste pour faire plaisir à un président un peu mégalomaniaque, ou est-ce qu'il y a plus et comment ça va être fait? Je crois que là, il y a un vrai problème pour moi, hein. Et il n'y a pas... on parle souvent de concurrence avec les Nations Unies, et c'est là que vient la limite de cette comparaison. On y reviendra sans doute après.
Et je rebondis sur finalement cette concurrence entre l'ONU et le Conseil de la paix proposé par Donald Trump. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes un diplomate aguerri. Quel regard vous portez finalement sur cette concurrence qui est faite là par Donald Trump? Et vous avez parlé tout à l'heure de ticket d'entrée. On rappelle qu'au tout départ, le ticket d'entrée, il était à 1 milliard de dollars pour les pays les plus riches. Qu'est-ce que ça dit de comment finalement Donald Trump souhaite que la diplomatie soit menée aujourd'hui? Si vous voulez, moi je distinguerai deux choses. Il y a le Conseil de la paix qui s'occupe de l'affaire de Gaza, c'est-à-dire le projet initial que l'on peut apprécier ou ne pas apprécier, mais qui a au moins le mérite d'accompagner, si je peux dire, le plan de paix du président Trump, qui est aujourd'hui l'acteur principal dans la région, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et donc ce n'est pas tout à fait par hasard si vous avez présent aujourd'hui tous les pays qui comptent, enfin qui en tout cas estiment avoir un rôle dans l'affaire de Gaza, dans le conflit israélo-palestinien. Alors on a cité les pays du Golfe, l'Égypte, la Jordanie. Il y a aussi le Maroc qui a un rôle s'agissant de Jérusalem. On va en profiter pour regarder une carte en même temps que vous nous parlez d'effectivement les pays qui seront présents durant cette réunion du Conseil de la paix. Et ça dit aussi quelque chose, parce que quand on regarde la carte sur le continent africain, alors malheureusement, on a un petit cryptogramme dessus, on ne voit pas le Maroc, mais le Maroc est en bleu, il fait partie des pays membres. Ça aussi, ça dit bien sûr, quelque chose sur l'engagement par rapport absolument. Mais d'ailleurs, vous y avez également d'autres pays. Alors, on a cité la Turquie, mais vous avez également l'Indonésie qui est censée envoyer des troupes pour la force de stabilisation, et vous avez le Pakistan parce que c'est un pays intéressé pour des raisons évidentes. Donc, on voit bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui, le président Trump est celui qui a finalement initié son fameux plan pour Gaza. Il est en réalité sous la pression d'un côté de monsieur Netanyahou qui veut faire tout pour freiner naturellement la deuxième phase, et de l'autre côté vous avez effectivement les pays du Golfe, l'Égypte, la Turquie, etc., qui essayent justement de faire en sorte qu'il y ait quand même un règlement équitable de la question palestinienne. Et on voit d'ailleurs ces mêmes divisions également sur l'Iran, donc je veux dire c'est quand même très intéressant de le voir. Donc si vous voulez, si ces pays ont, et alors les pays du Golfe, le fait de payer 1 milliard les dérange moins que d'autres, si je puis dire, mais ils l'ont fait parce qu'ils veulent peser justement sur les discussions sur Gaza. Ça ne veut pas dire que sur le fond, ils entérinent le grand projet qui est l'autre aspect, c'est-à-dire le Conseil de la paix qui est censé gérer les affaires du monde sous l'égide du président Trump et de lui exclusivement. Ça, naturellement, je ne pense pas qu'ils vont jusque-là. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, les pays des BRICS ont été invités, mais ils n'ont toujours pas donné leur réponse. Ça montre bien qu'il y a quand même, pour le moins, beaucoup d'hésitation, pour ne pas dire plus, sur le grand projet du Conseil de la paix. Beaucoup d'hésitation. Et Anne, on le rappelle, c'est pour l'instant sur la table, c'est la seule proposition pour arriver à une paix à Gaza pour l'instant. Oui, alors j'y viens, mais juste un mot pour le Maroc, pour dire que ce pays a très tôt joué le jeu de la diplomatie transactionnelle de Donald Trump, puisque ils ont signé les accords d'Abraham en 2020, c'est-à-dire normaliser leurs relations avec Israël. En échange de quoi, les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Voilà. Alors, effectivement, sur Gaza, on est face à un vide sidéral. C'est-à-dire que si on laisse Israël et le Hamas face à face, ce sera à coup sûr la violence et le désespoir pour la population. Le plan de Trump en 20 points qui a été validé par la résolution 2803 du Conseil de sécurité, qui donne mandat à ce Conseil de la paix, c'est le seul plan sur la table. Le problème, c'est que depuis le cessez-le-feu du 10 octobre, ça ne progresse pas beaucoup. Bon, ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais enfin, il prévoit le désarmement du Hamas. À ce sujet, Benjamin Netanyahou a encore dit la semaine dernière qu'il voulait que le Hamas restitue toutes ses armes, y compris ses Kalachnikov. Le Hamas dit on ne rendra nos armes que lorsque l'armée israélienne se sera retirée de Gaza. Donc là, on est face à un mur. La question du comité de technocrates palestiniens, c'est-à-dire c'est ce gouvernement transitoire dont 15 membres ont bien été nommés
mais ils sont coincés au Caire parce qu'Israël ne leur donne pas jusqu'à aujourd'hui accès à la bande de Gaza. La force internationale de stabilisation, alors effectivement l'Indonésie devrait formaliser aujourd'hui à l'occasion de cette réunion sa proposition d'envoyer plusieurs milliers d'hommes, mais cette force internationale n'entrera à Gaza que si le Hamas est désarmé. Et en attendant, la guerre se poursuit à bas bruit. Il y a eu plus de 500 Palestiniens tués depuis le 10 octobre. Et en termes de reconstruction, Donald Trump va sans doute faire des annonces mirifiques de contributions, mais ce ne sont que des promesses. Il a parlé de 5 milliards de dollars. Ce sont des promesses qui, selon le haut représentant pour Gaza de ce conseil, le Moldave Mladenov, Bulgare, pardon, Nikolai Mladenov, ces promesses ne seront concrétisées qu'une fois le Hamas désarmé. Donc c'est pas encore gagné. Et dernière chose, le seul projet concret de construction qui a été proposé, il a été présenté aussi à Davos par Jared Kushner, et c'est une espèce de village de 6 communautés qui serait réservé à des Palestiniens triés sur le volet par Israël et qui vivraient un peu dans une sorte de vase clos ultra sécurisé, mais rien pour les 2 millions de Palestiniens qui se trouvent à l'intérieur de la ligne jaune. Et j'en profite, Anne, pour préciser que le diplomate bulgare s'est rendu, ou en tout cas a pu discuter avec une délégation effectivement, pour pouvoir discuter de ce qui pourrait venir en termes de désarmement, en termes de structure gouvernementale. Mais est-ce que là, l'organe mis en place par Donald Trump, le Conseil de la paix, il changerait quelque chose? Ça changerait la donne par rapport à ce que fait déjà l'ONU? Quelle est la différence? Alors la différence, il y a beaucoup de différences en fait. D'abord, il y a l'impartialité. On voit cette organisation n'est pas impartiale, contrairement aux Nations Unies. Or, pourquoi on fait appel à Quand vous dites qu'elle n'est pas impartiale, c'est intéressant. C'est-à-dire pourquoi qu'elle elle ne l'est pas selon vous? Elle ne traite pas les 2 parties au conflit de la même manière. C'est ce que fait les Nations Unies. Pourquoi on fait appel à une organisation internationale? C'est pour qu'elle traite différemment de ce que feraient des États, de la question ou du conflit qui est dont elle a la charge. Donc l'impartialité n'est pas là. On ne peut pas penser que ce Conseil de paix serait déjà on l'a vu qu'il est plus du côté d'Israël que du côté des Palestiniens. Donc ça c'est une première chose. Ça factuellement ça se voit comment? Parce que toutes les décisions et la composition même la composition même de ce Conseil et les vétos des États-Unis au Conseil de sécurité. Oui, alors ça a été si vous voulez ce qui a conduit à cette proposition, mais alternative. Et puis il y a aussi ce qui est important en relations internationales, c'est la confiance. Les Nations Unies sont en Palestine depuis maintenant près de 80 ans. Et donc à travers l'UNRWA notamment, l'organisme qui vient en aide sur le plan humanitaire aux Palestiniens, il y a quand même eu une relation de confiance qui s'est établie, et ça un nouvel acteur qui n'a pas de structure et qui est comme on dirait en anglais bias, c'est-à-dire que il prend davantage le parti de l'État d'Israël que de celui des Palestiniens, puisque de toute façon, vous l'avez dit, les Palestiniens ne sont pas encore autour de la table. Et ce qui était intéressant, j'ai relu les explications de vote, puisque pour la résolution 2803, la Russie et la Chine se sont abstenus. Et donc à ce moment-là, il y a toujours une explication de vote. Et ce que dit la Chine très nettement, c'est que la résolution, pourquoi elle s'est abstenue, c'est que la résolution ne repose pas sur le principe fondamental que les Palestiniens doivent gouverner
concerner la Palestine. Donc, et puis, il y a, elle disait aussi qu'il n'y a pas de garantie de participation des Nations Unies et du Conseil de sécurité, et qu'il y a eu une absence de consultation approfondie, et qu'elle a trouvé aussi cette résolution très vague. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à la fin de la résolution, de voir que le Conseil de sécurité demande au Conseil de paix de faire un rapport dans les 6 mois au Conseil de sécurité. Donc il a établi une sorte de primauté quand même. Il a gardé, donc il y a eu une pression. Il garde la main. Voilà, la manière dont il y a on eu gère une pression politique tellement forte des Américains pour voter cette résolution, mais quand même le Conseil de sécurité considère qu'il est primus inter pares, il est le plus haut niveau de décision en matière de paix et de sécurité, et que c'est à ceux qui sont en dessous de lui, entre guillemets, doivent lui rendre compte. Et donc ça, ce sera intéressant de voir si ce sera effectivement... Est-ce que le mécanisme va fonctionner? Vous avez évoqué le bureau de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, pour donc les réfugiés palestiniens, qui a été rasé en janvier. Non, elle existe toujours. Le bureau, juste la Jérusalem. structure. Juste la structure, juste le bureau. La diplomatie qui se met en place aujourd'hui... vraiment sur place, avec qui discuter, puisque là, pour l'instant, on a l'impression que le seul interlocuteur possible, ce serait le président Abbas, et pourtant, ça a l'air compliqué. Oui, tout à fait, mais encore une fois, si vous voulez, dans cette affaire, la structure du Conseil de la paix est une structure centrée sur le président Trump, c'est-à-dire effectivement c'est une structure qui est là pour lui faire plaisir, et d'autre part elle a quand même une bénédiction du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisqu'elle a la résolution 2803. Bénédiction, le mot est fort. Oui, mais uniquement sur le dossier Gaza, pas sur le reste. Bon. Et pour 2 ans. Et pour 2 ans. Pour Oui. 2 ans, ouais. Ce qui signifie simplement, dans cette affaire-là, je le répète, le seul plan qui est sur la table, c'est le plan Trump. Il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister. Et d'autre part, le vrai jeu se passera en dehors de ce Conseil, ne nous faisons pas d'illusions. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que le président Trump sera celui qui arbitrera, entre guillemets. On sait que naturellement, il est plutôt biaisé lui-même et qu'il change souvent d'avis. Néanmoins, il est quand même pris entre 2 ensembles. D'un côté, Netanyahou, qui voudrait terminer le travail, pour employer son narratif, et de l'autre côté, vous avez les puissances entre guillemets sunnites de la région, c'est-à-dire l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar, etc., qui veulent effectivement qu'on s'oriente, c'est d'ailleurs ce qui est dans les résolutions, vers la création d'un État palestinien. Et là-dessus, les Séoudiens auront certainement un rôle particulier, parce qu'on sait que le président Trump, ce qui l'intéresse, c'est d'une part les affaires, c'est après tout c'est un promoteur immobilier, et d'autre part être fait prix Nobel de la paix, c'est-à-dire étendre les accords d'Abraham. Or là-dessus, le prince héritier séoudien a 2 cartes, celle à la fois des gros contrats, d'une part, et d'autre part, le fait que la reconnaissance par l'Arabie Saoudite d'Israël, qui est le vœu recherché, enfin, qui est considéré par le président Trump comme vraiment ce qui lui permettrait de justifier ce prix Nobel de la paix, eh bien les Séoudiens sont extrêmement clairs sur le fait qu'il n'y aura pas de reconnaissance s'il n'y a pas un processus contraignant menant vers la création d'un État palestinien. Donc, si vous voulez, en réalité, le jeu va se passer entre Trump, Netanyahou et puis l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie, etc. Et bon, la structure qui sera au-dessus sera là pour entériner, si vous voulez, et avec, bon, bien entendu, le fait que vous ayez l'Indonésie, si elle confirme sa volonté de venir, si on arrive à avancer sur le désarmement du Hezbollah, sur un retrait israélien du Hamas, pardon, excusez-moi, sur un retrait de Tsahal de Gaza, et donc sur l'entrée de cette force de stabilisation, à ce moment-là, mais encore une fois, on n'en est pas là. Et on voit bien à la fois tout ce que fait M. Netanyahou, il fait obstruction au développement de cette deuxième phase, et donc ça dépendra de ce que le président Trump fera comme pression ou ne fera pas sur Israël. Les leviers en ce moment, effectivement, pour la bascule, ou en tout cas pour qu'en termes de discussion, en fait, on est soit effectivement d'un côté sur la vision de Benyamin Netanyahou, de l'autre, on a évoqué effectivement le Qatar, les différents pays arabes.
Comment Donald Trump se retrouve autour de tout ça? Quel regard vous portez là-dessus, Anne? Alors, il y a un autre dossier en cours qui pourrait avoir un impact, c'est l'Iran, puisque Oui. il y a l'administration américaine qui discute avec le régime des Mollahs et la perspective qui reste toujours possible d'une intervention militaire en Iran. Ce que les Américains demandent notamment aux Iraniens, c'est qu'ils cessent de soutenir le Hamas. Tous ces dossiers, en fait, sont liés. Les Israéliens, eux, semblent être tout à fait favorables à l'idée d'une intervention américaine en Iran, mais il va de soi que si elle se produit, ça aura des conséquences sur l'ensemble du processus. Donald Trump, sa politique, sa manière de faire la politique, c'est d'entrer comme un chien dans un jeu de quilles, mettre tout par terre, et puis voir ce qu'il peut construire à partir de ça. Donc c'est un peu difficile de prévoir. C'est vrai qu'il rêve d'avoir ce prix Nobel de la paix et de pouvoir afficher la fin réelle de ce conflit ancestral au Proche-Orient. Il a des leviers sur Israël. Sans les États-Unis, les Israéliens ne peuvent pas mener leur guerre, puisque ce sont les États-Unis qui fournissent des armes. Il a des leviers, mais pour l'instant, il ne les emploie pas. C'est-à-dire que, par exemple, sur la Cisjordanie, on voit bien les décisions récentes des autorités israéliennes montrent qu'ils sont déterminés à accroître la colonisation. Donald Trump a par le passé dit qu'il ne fallait pas le faire, mais il n'a émis aucune condamnation, alors que 85 pays membres des Nations Unies ont sorti une déclaration commune pour condamner ces mesures contraires au droit international prises par les autorités israéliennes. Donc Donald Trump, il a les moyens de faire pression sur le gouvernement israélien, mais pour l'instant, il ne les a employés que pour faire demi-tour aux avions israéliens qui voulaient poursuivre la guerre en Iran au mois de juin dernier, et pour mettre un terme quand même au bain de sang terrible qui s'est déroulé pendant la guerre à Gaza, qui est maintenant quand même largement réduit. Alexandra Novoselov, lorsqu'on revient sur ce Conseil de la paix, effectivement, alors Donald Trump a des cartes, qu'il joue ou pas, et là, en l'occurrence, ça veut dire que pour le moment où on en est actuellement à Gaza et la manière dont ça se passe pour le cessez-le-feu, fragile cessez-le-feu, ça veut dire que là, en ce moment, certaines cartes ne sont pas jouées, qui pourraient pourtant changer la donne, au moins pour les civils. Oui, c'est-à-dire que tout est un peu en suspens, mais les bombardements continuent. Tous les jours, je crois. Il n'y a aucune sanction de voter. Et puis, ce Conseil de la paix pourrait en prendre, en tout cas pourrait faire en sorte il n'a pas la légitimité pour le faire. D'abord, il y a chaque État peut prendre des sanctions. Ensuite, on peut aller au niveau du Conseil de sécurité et avant ça, peut-être dans les organisations, des organisations régionales comme l'Union européenne ou voire l'Union africaine, etc., etc. Mais d'abord, c'est une décision bilatérale. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que on ne fait jamais la paix contre les peuples. Et que on parle d'éventuelles forces de sécurité. On en est encore très loin parce que aucune des parties en réalité, même si Israël ne dit rien pour le moment parce que Trump fait pression pour au moins qu'elle soit dans ce Conseil pour la paix, mais on ne voit pas comment Israël pourrait accepter des soldats étrangers à Gaza. Et puis, pareil pour le Hamas, qui est quand même la force de sécurité dominante côté palestinien dans l'enclave. Et donc, ça va être extrêmement compliqué. Et donc, l'issue est plus qu'incertaine. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites, un espèce on fait comme si c'est possible, mais in fine,
on ne fait, ça c'est une des leçons qu'a apprise l'ONU notamment dans toutes ces opérations de maintien de la paix, c'est qu'on ne fait jamais la paix contre les peuples. Et on va justement s'intéresser à la population palestinienne qui vient qui va vivre donc ces premières journées du jeûne, du Ramadan, dans des conditions, vous allez le voir, très difficiles. On regarde le récit de Marc Pope. Au milieu des ruines, au soleil couchant, une dizaine de tables ont été installées. Ces Gazaouis célèbrent ensemble, grâce à une association, le premier iftar, la rupture du jeûne après le début du Ramadan. Un moment de joie partagé après 2 ans et demi de guerre. Je suis venu avec mes enfants pour leur remonter le moral, pour qu'ils soient un peu heureux après la fin de la guerre. 2 ans et demi, c'est trop. Il faut qu'ils soient un peu heureux. Et là, ils ont l'air heureux. Pendant la guerre, durant le Ramadan, on ne pouvait même pas trouver un petit morceau de date ou un peu d'huile pour rompre le jeûne. Maintenant que la guerre est terminée, les conditions se sont beaucoup améliorées. Mais si les étals des marchés sont à nouveau remplis et que ce mois de fête sacrée de l'islam apporte un peu de joie aux enfants, il n'efface pas complètement le traumatisme du conflit. Après plus de 4 mois de cessez-le-feu, les bombardements sont quotidiens dans la bande de Gaza et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Beaucoup de familles dorment toujours sous les tentes et sont dépendantes des associations caritatives pour se nourrir. Cette année encore, nous observons le Ramadan sous les tentes et sans les choses de base. Mes enfants fabriquent leurs propres lanternes. On ne peut pas acheter de jouets qui sont chers. On ne peut rien s'acheter, même pas de légumes. Partout dans l'enclave, la reconstruction se fait attendre, tout comme la levée du siège imposée par Israël. Tous les regards sont désormais tournés vers Washington, où se tient le premier conseil de paix créé par Donald Trump pour aider à la reconstruction du territoire palestinien. Selon la Maison-Blanche, une aide de 5 milliards de dollars pour Gaza devrait être annoncée, tout comme l'envoi d'une force militaire de stabilisation. Monsieur l'ambassadeur, pour l'instant, très compliquée la situation sur place pour la population. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est une situation qui est tout à fait dramatique. Et même si l'initiative du président Trump a permis, en tout cas, de stopper un processus qui était un véritable carnage, la réalité, c'est que sur le terrain, vous avez des destructions qui sont monumentales. Donc, la population vit dans des conditions terribles. Et d'autre part, vous avez toujours la poursuite d'opérations militaires et le fait qu'Israël, en réalité, ralentit le processus de livraison de l'assistance humanitaire. Donc tout ceci montre en tout cas que M. Netanyahou, dans cette affaire-là, est contraint par le président Trump. Il est obligé de tenir compte de ce que veut faire le président Trump, mais il fait tout pour retarder le processus, pour faire de l'obstruction. Bon. Donc la question est de savoir si à un certain moment, le président Trump, du fait de cette réunion, va essayer quand même de pousser, de faire en sorte qu'on avance malgré toutes ces réticences, et il sait qu'il a l'appui évidemment des pays, notamment des pays arabes à l'évidence, mais pas que. Bon, donc je veux dire, comme c'est le seul plan qui est sur la table, aussi imparfait soit-il, aussi biaisé soit le président Trump, néanmoins, il est la seule ressource pour essayer de faire pression sur M. Netanyahou et qu'on avance quand même un peu sur ce processus. Alors, pour ce qui est de la population gazaoui, on peut comprendre qu'elle rentre en période de Ramadan dans un état d'esprit où elle a le sentiment que peu de choses ont réellement avancé pour elle. Donc, bien entendu, elle espère qu'on parviendra à la paix, qu'on parviendra à une solution, mais pour le moment, elle ne le voit pas réellement, très concrètement. Donc, si vous voulez, on est quand même dans une situation sur le plan humanitaire qui est dramatique. Anne, ce conseil de la paix, allez-y. Non, mais à ce sujet, ce comité de 15 membres palestiniens, technocrates, chargés donc de la future gouvernance de la bande de Gaza, dès la mi-janvier, avait demandé, depuis le Caire, l'envoi de 200 000 préfabriqués pour abriter les familles gazaouites qui étaient frappées par les intempéries en plein hiver. Je rappelle qu'il y a une tempête qui est passée sur Gaza, qui a occasionné des inondations, etc. Eh bien, Israël n'a jamais laissé passer le moindre préfabriqué. La population est toujours contrainte de vivre dans des abris de fortune avec les bouts de tôle qui traînent ou des tentes. Donc là, on voit bien les limites
limite des pressions exercées sur Israël par ce Conseil de la paix, puisque, encore une fois, il s'agit d'une instance qui existe au sein de ce Conseil, qui a demandé, on veut 200 000 préfabriqués, et qui ne les a pas obtenus. Par ailleurs, comme c'était dit précédemment, une solution ne passera que par une solution politique qui trouve l'adhésion des Palestiniens. Ça veut dire la création d'un État palestinien. Or, tout ce que fait le gouvernement israélien, en particulier en Cisjordanie, mais aussi dans la bande de Gaza, vise à fragmenter finalement ce possible État palestinien. Et donc, il y a vraiment une contradiction entre cet horizon politique qui, finalement, de l'avis général, serait le seul à même de garantir la paix pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Cet horizon est complètement contrecarré par les mesures prises par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui compte des ministres d'extrême droite qui ont, eux, pour but d'expulser tout simplement les Palestiniens de leur terre. Alors, on va continuer à évoquer ce Conseil de la paix. Donald Trump l'a fait effectivement à l'origine, l'a créé pour régler le conflit de la bande de Gaza, mais aussi ce qui l'intéresse, c'est après les autres conflits. Il avait évoqué le fait qu'il avait effectivement réglé 8 conflits sur l'ensemble des continents. Ce Conseil de la paix et la manière dont il fonctionne actuellement, est-ce qu'on peut dire que finalement on a déjà des résultats, soit-il faibles, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses qui ont bougé, puisque d'habitude, effectivement, quelques milliards dans les caisses. Voilà, on cherche, mais est-ce qu'il y en a, ne serait-ce qu'un film à mettre au crédit de Donald Trump? Pour l'instant, je vois pas quelles sont les réalisations concrètes sur le terrain. En termes de débat, en termes de discussion, ne serait-ce qu'en termes de diplomatie, est-ce que ça a ouvert des canaux, ça les a laissés ouverts, non, mais ça a permis de les entretenir? Regardez, le président Trump, effectivement, se prévaut d'avoir obtenu 8 accords de paix. La réalité, quand vous regardez, il ne s'agit pas d'accord de paix. Oui. Il s'agit, si vous voulez, de simples cessez-le-feu et qui, à ma connaissance, n'ont pas donné beaucoup de résultats. Que ce soit entre la Thaïlande et le Cambodge, entre le Congo et le Rwanda, que ce soit l'Ukraine et la Russie, que ce soit l'Arménie, etc. Bon, donc si vous voulez, il se prévaut d'accords de paix qui n'en sont pas, qui n'existent pas. Bon, donc est-ce que ce Conseil de la paix pourrait le faire? Je ne vois pas très bien pour quelle raison. D'autant plus que, si vous voulez, c'est une structure qui est en réalité totalement concentrée sur le président Trump lui-même, qui a absolument tous les pouvoirs, sans aucune garantie et sans que la communauté internationale, aussi difficile soit-elle pour s'exprimer, mais puisse entériner quelque chose qui soit de l'ordre de la norme internationale. On en est très loin. Il n'a pas la légitimité qu'a le Conseil de sécurité, qui représente, même à 15, l'ensemble des 193 États membres des Nations Unies. Donc sans légitimité, autre que celle d'un homme qui voudrait diriger le monde et qui ne le peut pas vraiment, y a rien en fait. Alors certes, alors on est au tout début aussi de ce conseil. Certes, il peut embaucher des gens, il y a des milliards qui sont mis sur la table, mais encore une fois, sans légitimité, sans impartialité, sans expérience. L'expérience, ça compte quand même sur le terrain, et sans confiance de la part des partis. En résumé, cet organe, il est à l'image de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on est toujours, pour grossir le trait, dans un schéma où on est dans un rapport de soit business, soit effectivement on a des échanges. C'est comme ça, en fait, que vous lisez la diplomatie de Donald Trump et que vous lisez cet organe, ce Conseil de la paix? Oui, pour l'instant, c'est une sorte de... C'est un peu du bluff, quoi. C'est du show, en fait. Et ça, c'est à l'image de ce président. Et il pense que dire, c'est faire et c'est réaliser. Or,
c'est beaucoup plus compliqué que ça, sinon ça se saurait. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup de doutes franchement sur les réalisations de ce conseil, et je trouve que on ferait mieux d'aider les Nations Unies. D'ailleurs, je note en passant que les Américains, bien qu'ils aient coupé une partie des vivres aux Nations Unies, sont en train de redonner. C'est le plus grand contributeur, mais parce que c'est celui qui a l'économie la plus forte, puisque les contributions sont faites sur le PNB, sont calculées sur le PNB de chaque pays, mais qu'il a décidé de verser 2 milliards aux Nations Unies. Donc il n'a pas. C'est pas la fin des Nations Unies. Il n'a pas attaqué le cœur du système. Ce qu'il a attaqué, c'est des institutions qui travaillent sur des thèmes qui depuis longtemps n'aiment pas, le respect des droits de l'homme, l'environnement, l'environnement, l'égalité femmes-hommes, etc., etc. Mais le cœur du système, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, et puis autour, quand même, l'Assemblée générale, c'est important pour ceux qui ne sont pas au Conseil, notamment, d'être à l'Assemblée générale. Et donc, je trouve qu'il faudrait plus investir sur les Nations Unies que de regarder ce Conseil de la paix. Je retiens votre phrase de « ce n'est pas la fin des Nations Unies », monsieur l'ambassadeur. Les Nations Unies sont quand même mises à mal par ce Conseil de la paix. Non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'en réalité, les Nations Unies sont dans une phase difficile, effectivement, tout simplement parce que le Conseil de sécurité est bloqué, notamment par les vétos américains et russes. Bon, appelons les choses par leur nom. Bon. Donc ça, c'est un fait. Et du coup, vous avez des structures parallèles qui existent, vous avez une fragmentation avec des blocs qui se créent, et donc ça devient plus compliqué. Mais c'est certainement pas le Conseil de la paix du président Trump qui va régler le problème. Lui, sa politique, elle est très simple. C'est une politique de deal. On essaye de faire des deals, qui en général reproduit surtout son ego et puis la perspective de contrat pour les entreprises américaines et sa propre société. Mais en réalité, ce qu'il recherche à travers le Conseil de la paix, c'est une légitimation internationale des deals qu'il aurait conclus. Bon, pour le moment, on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de vrais deals qui aient réussi, en tout cas. Bon, alors j'espère qu'il y en aura, je l'ai encore une fois. Et en tout cas, le seul dossier où il y a une valeur ajoutée, même si c'est biaisé, même si c'est difficile, même si les perspectives sont incertaines, c'est encore sur la perspective de Gaza, où effectivement là, vous avez quand même une légitimation par la résolution 2803, et comme c'est le seul plan qui est sur la table, et qu'en réalité, on espère que le président Trump fera quand même des pressions sur M. Netanyahou pour qu'on avance sur la deuxième phase, bon, c'est le seul dossier où, si vous voulez, il y a une forme de légitimité. En dehors de cela, non, pas du tout. Je reviens sur l'ONU parce que au-delà même du Conseil de la paix, l'ONU, pour plusieurs conflits, pour plusieurs éléments, elle est un peu prise à partie par différents États, par différents chefs d'État. Aujourd'hui, ça fait partie, finalement, ce Conseil de la paix, ça creuse quelque chose en termes de critique qui est faite à l'ONU. C'est quelque chose qui est difficile après, derrière, pour les diplomates. Si vous voulez, c'est une mauvaise réponse à une vraie question. Aujourd'hui, effectivement, le Conseil de sécurité tel qu'il est ne représente pas les nouvelles réalités du monde, enfin de la société internationale. Elle reproduit des équilibres qui ont existé à une autre époque. Et donc, la France, comme d'autres pays, demande absolument à ce qu'il y ait une réforme. Jusqu'à présent, on n'y est jamais parvenu. Il est tout à fait anormal que l'Afrique n'y soit pas représentée, que des pays comme l'Inde ou le Japon n'y soient pas non plus. Donc, si vous voulez, il faudra faire une réforme des Nations Unies, tout le monde est bien d'accord, mais on ne se passera pas d'une instance qui, elle, a la seule légitimité internationale
internationale où tous les pays, aussi petits soient-ils, ont le droit à la parole, ont le droit de s'exprimer, ont le droit de coopérer ensemble. Et tout ceci, il y a des enjeux transversaux qui dépassent les intérêts d'un seul pays. Et donc, ce n'est pas un Conseil de la paix centré sur le président Trump qui va régler les problèmes. Donc, tout le monde est bien d'accord sur le fait que les Nations Unies doivent être réformées, mais ils sont incontournables. Alexandra Novosel. Oui, je rajouterais à ça que même si vous aviez un Conseil de sécurité réformé, ça n'empêche que pour forcer des États à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est-à-dire la paix, il faut mettre des pressions que seuls les grands États peuvent faire. Il faut mettre des sanctions. Et donc, ce qui pêche aux Nations Unies, ce n'est pas l'institution en tant que telle, c'est la mise en œuvre des résolutions. C'est ça qui pêche. Pourquoi ? Parce que les États ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire pour arriver à une véritable paix, c'est-à-dire faire pression sur les parties au conflit, dans tel et tel conflit, qui fait pression sur le Rwanda à l'est du Congo, etc., etc. On peut multiplier à l'infini ça, mais le problème, c'est la mise en œuvre des résolutions. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Parlons-en, on revient dans un instant. Restez avec nous sur France 24. Balade culturelle présentée par Valérie Fayolle. Rencontre. Ouvrir les yeux tous les jours sur le monde, c'est merveilleux. Découverte. C'est vraiment une expérience très festive et très intense. Partage. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. C'était comme une histoire vivante qui demandait à devenir un livre. Qu'il soit musicien. J'aime la musique tellement que j'ai pas du tout envie qu'à un moment donné ça devienne une souffrance. Écrivain, peintre ou encore acteur, tous les artistes sont à l'honneur dans le Paris des Arts. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle, à voir sur France 24.